Bonsoir. On a fermé les portes. Ça fait plaisir de voir salle pleine. Pour toutes les conférences, il y a eu salle pleine, donc c'est une grande réussite. Merci à vous d'être là. Avant de commencer, j'aimerais remercier trois personnes très importantes qui font un travail extraordinaire, c'est-à-dire Isabelle Caron qui enregistre, qui filme la conférence. Pardon. Merci Didier. Voilà Isabelle, qui filme la conférence. Outam Tejedor Alonso, j'adore dire son nom, comme vous savez, je ne sais pas où il est, il garde la porte. Outam, grâce à qui la technologie fonctionne, et s'il y a des étudiants de ma classe, vous avez vu, j'ai utilisé le pronom relatif après la préposition grâce à, donc vous voyez. Et la troisième personne, Mai Twang, qui elle place les vidéos sur notre site web, et c'est grâce à elle que vous pouvez suivre les conférences dans le confort de votre chambre ou où vous voulez. Voilà, donc merci beaucoup pour votre travail assidu tout cet été. Alors ce soir, c'est avec très grand plaisir que je vous présente Romuald Foncois, qui est un ami de longue date et qui est docteur en littérature contemporaine de l'Université de Lille et docteur habilité en littérature générale et comparée de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Romuald est professeur de littérature francophone à la Faculté des Lettres de la Sorbonne depuis 2012. Il y dirige l'UFR de littérature française et comparée, ainsi que le Centre international d'études francophones, CIUF. Il enseigne régulièrement à l'école de français de Middlebury College. C'est pour cela que je connais bien Romuald. Il y enseigne depuis l'été 99. Et c'était ma deuxième année à Middlebury, donc mon troisième été à Middlebury, voilà. Et il y a eu une seule interruption en 2020. Vous savez pourquoi? Beaucoup de personnes n'ont pas pu venir à Middlebury en 2020. Nous étions tous enchaînés à notre bureau, ou moi à ma table de salle à manger sur Zoom. Et nous étions ravis que Romuald puisse revenir, comme beaucoup d'autres de ses collègues en 2021, l'année dernière. Et il a été ou est visiting professor dans de nombreuses universités étrangères, américaines aussi, dont l'université du Wisconsin à Madison et à NYU. Il a été auparavant attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Cergy-Pontoise, nommée aujourd'hui Cergy Paris Université. Et il a contribué à la création de cette université aussi. Puis il a été attaché temporaire de recherche et il a contribué à cela. Puis il a été maître de conférences et MCF HDR dans cette même institution jusqu'en 2004, avant de rejoindre l'université de Strasbourg comme professeur des universités de 2004 à 2012. Il y a dirigé l'Institut de littérature française jusqu'en 2012. Sa recherche porte sur des questions extrêmement importantes, sur des questions de littérature générale en rapport avec les francophonies, coloniales et postcoloniales, d'Afrique subsaharienne, des Antilles, des Caraïbes et des Amériques. Il a publié plus de 150 articles, je vais vous épargner la liste de toutes ces publications, et il les a publiés dans des revues très importantes, et je vais citer quelques articles et des ouvrages aussi, particulièrement un sur Aimé Césaire, un autre sur Édouard Glissant, un autre sur Gabriel Mayol, le philosophe nègre et les secrets des Grecs, et aussi il a publié de nombreux essais en co-direction, dont Poésie des francophonies, état des lieux, 1960-2020. Et cette dernière publication est parue en 2022. En 2020, il a publié Penser le roman francophone contemporain, et en 2019, Le héros et la mort dans les traditions épiques. Et il a publié bien d'autres articles sur les Antilles ou sur des auteurs antillais également. Quelques-uns de ses travaux ont reçu des récompenses, parmi lesquelles la médaille de bronze du prix du Sénat du livre d'histoire en 2010,
le prix Robert de la Vignette de l'Académie des sciences d'Outre-mer en 2011 pour sa biographie consacrée à Aimé Césaire. Depuis 1996, il est rédacteur en chef de la revue Présence africaine, qui a été créée en 1947 par Alioune Diop. Il est membre de plusieurs sociétés savantes en France comme à l'étranger, et il est président du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, depuis sa création en 2019. Il est par ailleurs chevalier dans l'ordre de Palmes académiques. Nous avons 3 chevaliers à l'école. Nous avons beaucoup de chance d'écouter Romuald ce soir. Romuald est un chercheur original qui ne cesse jamais de réfléchir ou de pousser sa réflexion. C'est ce que j'admire, chez lui. Ce que j'admire, bien sûr, c'est sa manière de penser vite et de tracer, de tisser des liens entre littérature, histoire, politique, entre autres. Ce que j'aime aussi chez Romuald, c'est son analyse aiguisée, et quand il vous parle de quelque chose de très sérieux, quelque chose d'ambigu ou de controversé, il s'agit d'une analyse qui l'accompagne fréquemment d'un sourire énigmatique ou d'un rire. Vous voyez ? Non seulement pour vous rassurer, mais aussi pour souligner combien il est important de garder l'esprit critique, de jeter un regard interrogateur et de toujours se poser des questions et de les poser continuellement sur un texte de littérature ou tout autre texte. Lorsque ses yeux brillent, vous savez aussi que ses pensées défilent à toute allure, plus vite que sa parole. Vous voyez tout cela dans ses yeux qui pétillent de plaisir lors de tout échange intellectuel, mais aussi lors des échanges conviviaux. Romuald est généreux avec son savoir, ce dont je le remercie. Ce soir, il va nous parler d'une fondation pour la mémoire en France, histoire et enjeux contemporains. Accueillons Romuald très chaleureusement. Romuald, à toi la parole. Merci beaucoup Armelle pour ces mots très, très gentils, je ne suis pas sûr que je les mérite. Et merci à tous d'être là ce soir. Je vais vous parler de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage dont j'ai la charge en tant que président du conseil scientifique de cette fondation, puisque c'est ce que m'a demandé Jean-Marc Ayrault, qui est le président de la fondation, ancien Premier ministre, qui en a la charge et qui m'avait demandé au mois d'octobre-novembre 2019 de constituer pour la première fois un conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Je vous passe les détails sur les tractations, les discussions, les débats qui ont conduit à trouver 41 personnes qui doivent siéger à ce conseil, dont la règle était la suivante: il fallait que le conseil soit un conseil international, que le conseil évite le face-à-face entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les Antilles et la France, et que ce conseil soit pluridisciplinaire. On y est arrivé à peu près avec un certain nombre de figures qui sont des figures importantes de l'histoire de France, dont le nouveau ministre de l'Éducation nationale en France aujourd'hui, à savoir Pape Ndiaye, qui n'a pas pu être là puisqu'il était censé venir à Midebrouy, et il me prie de vous transmettre toutes ses amitiés et ses regrets de ne pas être là sur ce campus cet été. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé de Paris il y a bientôt une dizaine de jours. Donc je vais vous parler de cette fondation, et une fondation dont je voudrais retracer ici l'histoire et surtout réfléchir avec vous sur les enjeux contemporains de la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage en France, puisque cela n'a jamais été fait. C'est la première fois. Qu'est-ce que c'est que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage? La Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, ça s'appelle une FRUP, et qui est une institution privée et autonome qui agit pour l'intérêt général et la cohésion nationale. Il y a plusieurs FRUP de ce type-là, bien sûr, en France. Je ne vais pas vous faire l'histoire des FRUP français. Et son action est soutenue par l'État et par des partenaires publics et privés qui partagent son projet de transmettre l'histoire par la culture et pour la citoyenneté. J'insiste sur ces 3 notions, j'aurai l'occasion, n'est-ce pas, d'y revenir tout à l'heure. L'ambition donc de cette fondation est d'inscrire l'esclavage colonial comme un fait majeur de l'histoire de France, de faire connaître ses héritages multiples, politiques, culturels et humains, et d'utiliser pour cela
le savoir, qui est le savoir scientifique, afin de lutter contre le racisme et la discrimination. Pour agir, cette fondation doit être ouverte sur la société civile et elle doit être ouverte sur les territoires, tous les territoires de France, dont l'histoire est liée, bien sûr, à l'histoire de l'esclavage, qu'il s'agisse des territoires outre-mer ou bien qu'il s'agisse des territoires nationaux, j'y reviendrai également tout à l'heure. Au monde de la recherche, c'est important pour la France, puisque les questions qui sont des questions d'esclavage ont été parfois traitées un tout petit peu par-dessus la jambe. Ce n'est pas toujours vrai, mais je vais y revenir aussi. Sur le monde de la culture qui est la culture française, est une culture de la diversité, comme on le sait. Sur le monde des médias, par quoi passe l'histoire de l'esclavage, et surtout, le monde de l'éducation. Voilà présenté assez rapidement l'identité, qui est l'identité de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Je vais revenir sur l'ensemble de tous ces éléments tout à l'heure. Mais d'abord, il me semble nécessaire de revenir au contexte, qui est le contexte historique de l'avènement de cette fondation. Et la question qui peut être posée, c'est celle de savoir si le moment de la naissance de cette fondation est un moment favorable ou pas, puisque cette fondation va naître dans un contexte qui est un contexte particulier, qui est celui des querelles et de concurrence des mémoires, puisque je reprends bien sûr, n'est-ce pas, l'expression à Gérard Noiriel. Alors la mémoire de l'esclavage, de la traite et de leurs abolitions est en France aujourd'hui, on le sait encore, une question qui est une question ouverte, actuelle et sensible. Il n'est pas nécessaire, bien sûr, n'est-ce pas, de revenir sur les grands problèmes composés en France, l'histoire de l'esclavage pour pouvoir le démontrer. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins, sur la question de l'histoire et sur la question de mémoire, deux positions qui sont deux positions diamétralement opposées. L'une considère, bien sûr, qu'il n'y a rien à dire de l'histoire de l'esclavage, puisqu'il y a eu l'abolition en 1848, qui a suivi, bien sûr, celle de 1794, qui n'a pas été effective, donc il n'y a rien à dire. On a aboli l'esclavage, donc tout va très bien. Et l'autre tient justement à rappeler que, malgré l'abolition de l'esclavage, rien n'a été fait après cette abolition. Et donc les deux histoires et les deux mémoires sont toujours en conflit en France, y compris aujourd'hui encore. Et ces conflits conduisent de temps en temps soit à ce que l'on pourrait considérer comme étant une suprématie ou une grandeur de ceux qui défendent l'universalité de l'histoire de France à travers l'abolition, et l'autre qui considère, bien sûr, n'est-ce pas, qu'en niant les résistances qui sont les résistances de l'esclavage, on oblitère et on tue en quelque sorte avec la honte cette autre histoire qui serait une histoire de France. Donc je reprends ici les propos de Lionel Zinsou, à qui le président de la République française avait confié la mission de préfiguration de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont il va s'acquitter, bien sûr, n'est-ce pas, en 2017. Et c'est de ce point-là qu'il est parti pour pouvoir réfléchir à la nécessité de pouvoir créer une Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Cette Fondation pour la mémoire de l'esclavage a connu, n'est-ce pas, une très longue gestation. Une gestation qui, évidemment, va conduire, comme je viens de le dire, n'est-ce pas, à ce que l'État prenne en charge sur lui une réflexion qui est une réflexion de la création pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. Alors, la Fondation pour la mémoire, ou les mémoires des traites ou de la traite, ou de l'abolition au singulier ou au pluriel, cela va faire bien sûr l'objet d'un vaste débat entre 2010 à peu près et 2017. Au commencement de tous ces problèmes, il y a bien sûr, vous l'avez très bien compris, la fameuse loi Taubira. S'il n'y a pas de loi Taubira, il n'y a pas la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Or, la loi Taubira est une loi, la loi du 21 mai 2001, qui tend à reconnaître, bien sûr, n'est-ce pas, la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Je rappelle, bien sûr, n'est-ce pas, que cette loi est votée sous le gouvernement de Lionel Jospin, sous le gouvernement de la gauche. Ceci va avoir, sans doute, n'est-ce pas, une importance pour ce qui va suivre. Et que cette loi n'est que l'aboutissement d'un certain nombre de revendications de la société civile, des associations qui sont des associations antillaises ou des associations parisiennes, d'un certain nombre de revendications qui sont celles des écrivains, que ce soit des écrivains antillais ou bien que ce soit des écrivains africains. Et tout cela va donner bien sûr lieu à une sorte de pression qui va être faite sur les politiques afin qu'ils déclarent l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et je voudrais citer simplement ici un des exemples de cette pression, qui est l'exemple, bien sûr, n'est-ce pas, d'Édouard Glissant, écrivain martiniquais, qui, avec Patrick Chamoiseau, prix Renaudot en 1992, et Wole Soyinka, le Nigérian, prix Nobel, vont tous, en mars 1998, n'est-ce pas, publier un texte dont je vous extrais ici un passage. « Nul lieu du monde ne peut s'accommoder du moindre oubli d'un crime, de la moindre ombre portée. Nous demandons que les non-dits de nos histoires soient conjurés pour que nous entrions tous ensemble et libérés
dans le tout monde. Ensemble encore, nommons la traite et l'esclavage perpétrés dans les Amériques, crimes contre l'humanité. Ça, c'est un texte qui date de mars 1998 que Édouard Glissant va reprendre dans un ouvrage qui est intitulé La nouvelle région du monde, dont je vous recommande la lecture si vous en avez le temps. Deuxième pression, c'est la pression du 23 mai 1998, qui est la marche silencieuse qui a réuni à Paris 40 000 personnes pour honorer la mémoire, cette fois-ci, des victimes de l'esclavage colonial. Et il s'agit là d'un changement de perspective, comme on va le voir tout à l'heure, n'est-ce pas, des choix qui ont été faits en France pour commémorer l'abolition. Jusqu'ici, on commémorait l'abolition, on célébrait Victor Schœlcher, et là, pour la première fois en France, on est en 1998, à l'occasion donc du 150e de cette abolition, ce sont les victimes qui vont réclamer, bien sûr, leur dû ou leur droit à la reconnaissance mémorielle. Et il suffit, bien sûr, n'est-ce pas, de comparer ce qui se produit en 1998 avec ce qui va se produire en 1948, lors de la commémoration du centenaire de l'abolition de l'esclavage par Victor Schœlcher, qui est une décision prise par l'Assemblée nationale française au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le choix de 1948 n'est pas totalement hasardeux. On est un siècle après 1848, on est 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Or, on sait très bien, en France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le rôle qu'ont joué au cours des 2 guerres les tirailleurs sénégalais, que l'ensemble des députés qui sont conviés, Léopold Sédar Senghor qui sort d'un camp de Bordeaux, ou Aimé Césaire qui s'était réfugié, bien sûr, n'est-ce pas, à la Martinique, ou Gaston Monnerville, ne sont considérés en 1948 que comme des produits de cette histoire qui est une histoire ancienne, doublement mémorielle pour l'histoire de France. D'une part, l'abolition de l'esclavage de Schœlcher, qui va conduire à la naissance de ce que je vais appeler des intellectuels noirs francophones, et d'autre part, le dû des tirailleurs sénégalais par rapport à la nation française, et c'est ce qui conduit, bien sûr, en 1948, à la publication de ces textes, de ces discours prononcés à la Sorbonne le 27 avril 1948 pour pouvoir commémorer l'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848. Mais il y a 2 manières de pouvoir penser ici et la mémoire et l'abolition. D'un côté, le respect de Schœlcher par les intellectuels que je cite, et de l'autre, bien sûr, n'est-ce pas, les victimes qui réclament, bien sûr, n'est-ce pas, leur dû 150 ans plus tard, on est en 1998. Alors, cette loi, qui est justement la loi d'Aubira, est une loi qui, au fond, ne fait que prolonger une loi qui date de 1983 et qui était celle qui, pour la première fois en France, doit permettre de commémorer cet événement. Je vais vous faire passer un discours qui est le discours d'Aimé Césaire en 1983 et qui, d'une certaine façon, traduit les problèmes que connaissait déjà en 1983 la création d'un événement comme celui de la commémoration de l'abolition. La parole est à Monsieur Césaire. Je vous prie de suivre les méandres de l'Assemblée nationale française. Je voudrais vous rappeler, au respect du temps de parole, j'ai laissé parler Monsieur Sablé un peu plus longtemps, ce n'est pas une raison pour que je poursuive. Le précédent reste précédent, nous l'oublions. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues, Monsieur Fontaine, je vous en prie, vous n'avez pas la parole. Monsieur Césaire, vous avez seul la parole. décidément, rien n'est simple dès qu'il s'agit des départements d'outre-mer. Les avatars du projet gouvernemental portant sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage en sont une preuve supplémentaire. Prenons acte du fait que dans la plupart des départements d'outre-mer s'est institué, M. Chablé a raison, comme spontanément une journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage des Noirs. Bien entendu, je veux parler de la mesure prise en 1848, la seule effective. Le gouvernement socialiste a décidé de donner son aval, si je puis dire, à cette coutume, de l'officialiser, de la consacrer, et propose par ce projet de loi de permettre de faire du jour anniversaire de l'acte d'émancipation une journée
un jour de fête officielle, un jour férié. Initiative excellente à tous les points de vue et qui pourtant n'a pas eu l'heure de plaire à tous. C'est ainsi que ce malheureux texte, tellement simple par ailleurs, a reçu du Sénat un traitement curieux. Il a été tellement transformé, tellement dénaturé, tellement défiguré, qu'il est devenu méconnaissable. Or, toute référence à l'année 1948 disparaît. On nous renvoie à Pluviose en deux, comme si les deux dates étaient inséparables l'une de l'autre, à ceci près, soit dit en passant, que Pluviose en deux n'a été que théorique et que l'abolition effective devait avoir lieu plus de 50 ans plus tard, soit le 27 avril 1848. Et puis, pour éviter de faire de la date anniversaire de ce jour glorieux une journée chômée, le Sénat fixe autoritairement la commémoration, je cite, au dimanche qui suit la date anniversaire du 16 Pluviose en deux. Et je suis très frappé pour ma part par l'attachement sénatorial au calendrier républicain. Si j'osais être irrévérencieux, je proposerais de faire mieux encore et de revenir aux jours supplémentaires que ce calendrier avait réservé pour les fêtes civiques et de fixer la célébration de notre date anniversaire non pas au premier décadi de Pluviose, mais à la première sans-culottide de l'année. Mais soyons sérieux et faisons en sorte d'employer un langage moins sibyllin aux travailleurs appelés à participer eux les premiers à une fête que nous voulons très large et que nous devons nous garder de confondre avec n'importe quel jour de repos dominical. Et puis, il y a une deuxième bizarrerie sénatoriale. Elle consiste à insérer dans le texte très clair du gouvernement une manière digne au statut départemental. Il s'agit là d'une initiative particulièrement malheureuse, car elle a pour conséquence d'introduire dans un texte qui eût dû faire l'unanimité de mesquines et je dirais d'indécentes préoccupations partisanes. En somme, par les soins de certains, ce texte, comme depuis quelque temps, tous ceux qui concernent l'outre-mer, devient un prétexte à polémique et à chicane. Se dire que je pense que le gouvernement est... Merci. Donc, j'ai voulu vous faire entendre ce discours de Césaire qui dure une quinzaine de minutes, et je vous passe les détails sur la suite du discours qui concerne précisément Victor Schœlcher. Et c'est bien cela, en fait, le point de départ, si j'ose dire, de cette loi commémorative de l'abolition de l'esclavage, qui, en 1983, ne fait que reprendre une autre loi, qui date de 1848, je l'ai déjà dit tout à l'heure, de 1948, pardon, rappelant très bien, n'est-ce pas, le centenaire de l'abolition de l'esclavage. Mais comme vous l'avez sans doute noté dans le discours assez amusant de Césaire, qui en fait se fiche un peu de la gueule des sénateurs, vous l'avez très bien compris, c'est qu'au fond, il aurait bien voulu, se moquant d'eux, n'est-ce pas, qu'on trouve la date de la sans-culottide. Alors évidemment, la date de la sans-culottide n'existant plus, c'est peut-être, n'est-ce pas, une sorte de date à la Saint-Glinglin qu'il faudrait, n'est-ce pas, inventer pour pouvoir commémorer l'abolition de l'esclavage. Alors, ce discours de Césaire montre très bien la difficulté que l'autorité française, au début des années 80, a à admettre la simple idée d'une loi mémorielle. Et c'est là que se pose justement le vrai problème. Il faudrait dire qu'on est en 1983, François Mitterrand vient d'être élu à la présidence de la République. Il va poser ce geste que rappelle d'ailleurs Aimé Césaire dans la suite du discours, ce geste qui est un geste important. La troisième rose sera bien sûr, n'est-ce pas, déposée, vous le savez très bien, au Panthéon, sur la tombe de Victor Schœlcher, ce qui permettait bien sûr, n'est-ce pas, de pouvoir connecter 1848 à 1981 et donc connecter le socialiste qui était Victor Schœlcher et le socialiste qui était François Mitterrand, avec une sorte de différence tout de même que souligne Césaire dans son discours, à savoir que le socialisme de Victor Schœlcher c'est un socialisme humaniste, alors que le socialisme de Mitterrand c'est un socialisme un tout petit peu économique, mais il n'insiste pas beaucoup là-dessus. La loi Taubira donc
si on s'y penche assez rapidement, on s'aperçoit que l'article 1er de cette loi est un article qui vise précisément à circonscrire, si je veux dire, le contexte qui est celui de la mémoire. La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite de l'océan Indien d'une part et l'esclavage d'autre part, perpétré à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. L'article 1er est un article qui est très précis, on aura l'occasion, n'est-ce pas, d'y revenir parce que ça va poser un certain nombre de problèmes dans le débat. Deuxième article, c'est un article qui conduit, bien sûr, n'est-ce pas, à l'éducation, puisqu'il s'agit de pouvoir insérer dans les programmes scolaires et surtout dans les programmes de recherche en histoire dans les sciences humaines le sujet qui est celui justement de la traite négrière et de l'esclavage, puisque ces sujets, d'après l'article 2, étaient un sujet qui n'avait pas souvent sa place dans ces différentes recherches. Troisième article, c'est un article qui vise, bien sûr, n'est-ce pas, à faire appel aux différentes organisations internationales pour qu'elles puissent insérer dans leur statut l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité, ce qui sera fait, bien sûr, n'est-ce pas, par l'Europe, on le sait très bien, n'est-ce pas, en 2020, je vais y revenir aussi tout à l'heure. Alors l'article 4, c'est un article qui reprend celui du 30 juin 1983 qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, le précisant simplement, n'est-ce pas, que l'ensemble de tous les territoires qui sont des territoires français d'outre-mer ont fixé chacune en son temps une date qui permet, n'est-ce pas, de commémorer l'esclavage. Et de ce point de vue-là, on sera sensible au fait que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage ne commémore pas une seule date de l'abolition, mais cela commémore les dates choisies par les différents territoires, qu'il s'agisse de la Réunion 20 décembre, ou alors qu'il s'agisse, par exemple, n'est-ce pas, de la Martinique 23 avril, ou le 27 avril, ou le 22 mai, ça dépend, n'est-ce pas, des saisons, si je dis, ça dépend des communes en plus, n'est-ce pas, la Martinique, c'est un peu compliqué. Au total, il y a peut-être une quinzaine, une 16 dates, à peu près, n'est-ce pas, de commémoration de l'esclavage, sans compter ceux qui se déclarent, n'est-ce pas, la veille pour le lendemain, en ce qui concerne, n'est-ce pas, différentes associations, je n'aurai pas le temps, n'est-ce pas, d'en parler aujourd'hui. Alors, la suite, on le sait très bien, n'est-ce pas, de cet article, c'est justement celui qui permet de donner, et ça peut poser un certain nombre de problèmes, des compétences justement aux associations pour qu'elles puissent se porter devant l'État afin de justifier de la création des dates qui sont celles, justement, n'est-ce pas, de la commémoration de l'esclavage. Alors, l'adoption de cette loi de Christiane Taubira est une adoption qui tombe en pleine période de ce que je vais appeler ici, n'est-ce pas, la crise mémoriale, qui dure à peu près une vingtaine d'années. Et évidemment, la loi Taubira est une loi qui fait partie des 4 lois mémorielles qui vont poser de grands problèmes, bien sûr, n'est-ce pas, en France, comme vous le savez sans doute, des problèmes des rapports complexes entre l'histoire, la mémoire et la justice. Et la première de ces lois mémorielles, c'est une loi bien connue qui est la loi Guesso, et la loi Guesso, qui est celle du 13 juillet 1990, qui tend à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Alors, cette loi était une loi qui visait à lutter contre le négationnisme. Et elle disait, bien sûr, non seulement puni de peine prévue par le 6e alinéa de l'article 24, ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou de plusieurs crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par des membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut, soit par une personne reconnue coupable de tel crime par une juridiction française ou internationale. On sait très bien que cet article est un article qui, justement s'appuyant sur l'article 6 du statut militaire du tribunal de Nuremberg, avait émis un certain nombre de conditions qui pouvaient permettre, bien sûr, de punir ceux qui étaient coupables d'avoir nié l'existence des chambres à gaz ou d'avoir nié l'existence de la Shoah. Et en particulier, au moment où ce décret est pris, on le sait très bien, il y a une vague de négationnisme qui est en train, bien sûr, n'est-ce pas, de pousser en France, et cette vague sera, bien sûr, n'est-ce pas, conduite, on le sait, par des personnages qui sont des personnages aujourd'hui connus mais pas très recommandables, comme Robert Faurisson, ou Henri Roch, ou un peu plus tard Roger Garaudy. Pourquoi est-ce que je cite Roger Garaudy ici? Ce n'est pas un hasard, c'est parce que je rappelle que Roger Garaudy était très lié à Aimé Césaire dans les années 1930-1940. Ils vont se séparer à partir de 1950. Ceci explique un peu cela. C'est pour ça que j'ai glissé, bien sûr, n'est-ce pas, le nom de Roger Garaudy, ce qui fait que cette histoire française
même martiniquaise, est un peu liée également à l'histoire du négationnisme. On pourrait en parler si vous le voulez bien. Le point de départ, tous les historiens dans cette salle le savent, le point de départ, c'est un texte assez simple, finalement, qui a été publié par Pierre-Vidal Naquet et Léon Poliakov, et qui en fait disait simplement qu'on ne pouvait pas nier l'existence des chambres à gaz. Et à partir de là, ils ont ouvert, comme l'a reconnu d'ailleurs Pierre-Vidal Naquet un peu plus tard, ils ont ouvert une boîte à Pandore qui permettait, n'est-ce pas, de pouvoir distinguer entre l'histoire officielle, celle que voulaient les historiens, si j'ose dire, en cours, et l'histoire qui n'était pas une histoire officielle, celle que réclamaient, bien sûr, ceux qui n'étaient pas historiens, comme c'est le cas, bien sûr, n'est-ce pas, de Robert Forisson. Je rappelle en passant que Robert Forisson n'a jamais été historien de son État, il n'a jamais fait une thèse d'histoire, il a fait plutôt une thèse de littérature, il était spécialiste, bien sûr, on le sait, de Lautréamont, de Nerval ou bien de Rimbaud, il lisait Lautréamont, Rimbaud et Nerval à sa façon, et c'est bien sûr, n'est-ce pas, de montrer qu'il y a des analyses de ces poètes que personne ne connaît, il est le seul à pouvoir, n'est-ce pas, comprendre des discours érotiques que l'on peut lire, par exemple, n'est-ce pas, chez Lautréamont, ce qui pourrait, n'est-ce pas, poser un certain nombre de problèmes. Mais bon, c'était son analyse à lui. Alors évidemment, de là va s'insinuer une sorte de glissement vers le révisionnisme, qui, je vous la fais courte, est un révisionnisme qui, au fond, se construit sur le plan intellectuel, certes, mais qui va avoir un relais qui est un relais politique assez connu dans le domaine, n'est-ce pas, de l'extrême droite. Et je pense que Pascal ici en parlerait sans doute beaucoup mieux que moi, puisqu'il y a, bien sûr, n'est-ce pas, tous ces groupuscules du début des années 80 et du début des années 90 qui vont, en quelque sorte, n'est-ce pas, s'agréger le discours intellectuel de Forisson, parmi lesquels le GUD, le Front National de l'époque, bien sûr, le mouvement de rock identitaire, ou alors le PNFE. Tous ces mouvements d'extrême droite vont, en quelque sorte, n'est-ce pas, enfourcher, si je dis, n'est-ce pas, les discours qui sont ceux du négationnisme. Et il va se poursuivre, bien sûr, une sorte de coalition qui est une coalition des extrêmes de tous bords, et une coalition des extrêmes de tous bords qui vont, en allant très vite, de Dieudonné à Kémy Séba, en passant par Alain Sourel entre la fin des années 90, n'est-ce pas, et le début des années 2000-2010. Pourquoi est-ce que je prends Alain Sorel ou surtout Dieudonné ou Kémy Séba? C'est parce qu'on voit très bien que le discours qui est le discours de l'extrême va déborder les questions qui sont des questions de couleur et d'origine. Dieudonné Mbala est d'origine camerounaise, Kémy Séba est d'origine congolaise, mais ils tiennent exactement le même discours sioniste, le même discours négationniste sur la représentation qui peut être, n'est-ce pas, celui de ce que je parle, n'est-ce pas, la grandeur de discours officiel de France. Bon, on pourrait bien sûr, n'est-ce pas, y revenir tout à l'heure, parce que cela a également des conséquences sur la représentation que l'on peut se faire de l'histoire, la commémoration de l'esclavage, et peut-être même dans les différents réseaux que l'on peut trouver aujourd'hui, n'est-ce pas, dans un certain nombre de milieux et d'associations qui disent lutter, par exemple, n'est-ce pas, contre ces représentations qui sont des représentations de l'abolition de l'esclavage, comme la brigade, on le sait très bien, antidécoloniale, dont on sait bien sûr, n'est-ce pas, qu'il y a ces jours derniers un certain nombre de procès à leur égard à Paris. La deuxième loi qui m'intéresse, qui est l'autre loi mémorielle, c'est évidemment la loi qui permet de reconnaître le génocide arménien de 1915. Une loi aussi qui n'est pas très simple à adopter, puisqu'on est en pleine période de cohabitation, et que cette loi, qui est votée par le Sénat en première lecture le 7 novembre et par l'Assemblée nationale le 18 janvier 2001, sera promulguée assez rapidement par Jacques Chirac le 30 janvier 2021. Mais en fait, cette proposition de loi est une proposition qui arrive après 16 ans de débat en France sur la simple question de savoir faudrait-il ou non reconnaître le génocide arménien comme crime contre l'humanité. Je rappelle simplement que la première tentative pour faire reconnaître le génocide arménien comme crime contre l'humanité avait déjà fait l'objet d'une proposition de loi d'un communiste qui s'appelle Guy Ducolonnet, on est en 1985, que cette proposition n'avait pas été suivie de succès, qu'il faudrait attendre 1998, on y est toujours, pour que, reprenant une promesse électorale de Lionel Jospin, un projet de loi soit initié par des députés qui sont des députés socialistes, Didier Migaud, Jean-Paul Pret et René Bouquet, que plusieurs membres du PS déposent justement devant le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi pour que le génocide arménien soit reconnu comme crime contre l'humanité. Évidemment, le gouvernement de Lionel Jospin ne va pas s'opposer à l'adoption de cette loi, et va vous permettre, bien sûr, que cette loi aille au Sénat, mais sauf que personne au gouvernement ne va jamais le transmettre, cette loi. Ce qui fait que
la loi n'étant pas transmise au Sénat, elle ne peut donc pas être votée. Il faudrait attendre la veille des élections législatives pour que le Sénat prenne en charge ce texte de loi avec exactement dans les mêmes termes, qu'il soit voté, qu'il revienne ensuite à l'Assemblée nationale en deuxième lecture et qu'il soit adopté complètement, comme je viens de le dire tout à l'heure. Alors à cela, il y a sans doute une explication qui est une explication assez simple, c'est que la politique étrangère de la France ne se fait pas du tout au Parlement, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Et c'est le gouvernement qui est le seul habilité à établir des textes qui sont des textes de la politique étrangère. Et c'est la raison pour laquelle personne, le gouvernement, n'a voulu transmettre, bien sûr, ce texte au Sénat. D'une part. D'autre part, il conviendrait, bien sûr, n'est-ce pas, de rappeler que le contexte politique international était un contexte qui n'était pas favorable à l'époque. Je ne vous cite pas ici, n'est-ce pas, les discours sur ce point d'Hubert Védrine, qui en fait expliquait très précisément qu'on ne pouvait pas essayer de conduire une politique qui était une politique contre la Turquie, puisqu'on avait besoin de la Turquie dans des accords qu'il était en train de mener, bien sûr, n'est-ce pas, avec l'Arménie. Toujours est-il qu'à la veille des élections, bien sûr, n'est-ce pas, ce texte va être adopté, et pour la première fois en France, le génocide des Arméniens est considéré comme étant un crime contre l'humanité. Troisième loi, et là je vais vite, qui est une loi également assez loi mémorielle, mais qui porte sur un autre sujet, qui est celui de la loi dite Alliot-Marie, dont personne ne parle plus aujourd'hui. On a même fini par oublier que c'était elle qui était à l'origine porteuse de cette loi, qui est la loi du 23 février 2005, portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Alors cette loi, qui est une loi qui a posé beaucoup de problèmes, visait simplement à reconnaître aux hommes et aux femmes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France dans les anciens territoires français d'Algérie, au Maroc et en Tunisie et en Indochine, ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française, une reconnaissance qui serait bien sûr, n'est-ce pas, celle de fameux bienfaits de la colonisation, puisque bien de ça qu'il s'agissait. Et si l'on regarde les différents articles, et en particulier l'article 4, là aussi on s'aperçoit que l'article 4 ne fait que reprendre l'une des orientations de l'article 2 de la loi Taubira, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'inscrire dans les programmes scolaires la reconnaissance du rôle positif de la présence française outre-mer, tandis que l'article 13, qui est sans doute l'article le plus controversé, demandait, n'est-ce pas, que soient indemnisés tous ceux qui avaient participé, bien sûr, n'est-ce pas, à cette aventure en Afrique du Nord en particulier, ou bien au moment de la guerre d'Indochine. Le seul petit problème de cet article 13, c'est que c'était un article qui, au fond, permettait qu'une indemnité forfaitaire soit attribuée à tous ceux qui ont participé de cette aventure, mais que parmi ceux qui pouvaient en bénéficier, il y avait, bien sûr, vous l'avez bien compris, ceux qui avaient été condamnés en raison de leur participation à l'OAS pour avoir porté atteinte à l'intégrité de la République et qui avaient été condamnés ou à la déchéance nationale ou bien à l'indignité nationale. Et donc on ne pouvait pas, de façon décente, on ne pouvait pas rétribuer ceux qui s'étaient, n'est-ce pas, battus contre la République. C'est un peu, n'est-ce pas, comme si on payait l'adversaire, n'est-ce pas, de la laïcité ou bien de la République. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi le 30 janvier 2006, va supprimer, n'est-ce pas, le fameux passage sur le rôle positif de la colonisation dans la loi du 23 février 2005. Donc, évidemment, de toutes ces lois mémorielles, on s'aperçoit bien sûr, n'est-ce pas, que la seule qui tient peut-être encore la route, ou plutôt les deux qui tiennent la route, mais je ne parlerai pas de la première, de la loi Guesso, qui a posé d'autres problèmes, bien sûr, n'est-ce pas, chez les historiens, et je laisserai les spécialistes en parler. La seule loi qui, de cette loi mémorielle, tient encore la route, c'est sans doute, n'est-ce pas, la loi Taubira, malgré un certain nombre de critiques sur lesquelles je vais m'arrêter assez rapidement. Les détracteurs de cette loi Taubira considèrent que cette loi est une loi qui est partiale, c'est une loi qui est même partisane. Et elle est partiale parce qu'elle restreint le qualificatif de crime contre l'humanité à la seule traite transatlantique. Et laisse alors de côté, on l'a très bien compris, la traite qui est la traite transsaharienne, la traite qui est la traite intra-africaine, et qu'au fond, on ne voit pas très bien pourquoi est-ce que c'est celle-là qui est choisie, et pas les deux autres. Et évidemment, à la suite de la publication de cette loi, il y a un ouvrage qui est celui d'Olivier Pété-Grenouillot, intitulé Les traites négrières, essai d'histoire globale, qui est le premier ouvrage, je crois, à avoir pris à bras le corps l'histoire de la mondialisation des traites négrières dans une optique qui est une optique d'histoire comparée, et pour montrer qu'au fond, il n'y a pas qu'une seule traite
esclavagiste. La traite atlantique d'ailleurs est une traite qui n'est peut-être pas celle qui a duré le plus longtemps. La traite atlantique dure 3 siècles alors que la traite transsaharienne dure 13 siècles. Il y a sans doute, oui, une traite qui est une traite intra-africaine, mais celle-ci va nourrir bien sûr les deux autres. Pourquoi est-ce qu'on mettrait simplement en avant la traite transatlantique et pas les deux autres? Et il va, j'allais dire, pousser le bouchon un peu loin, parce que dans le journal du dimanche, du 13 juin 2005, il va, après avoir effectivement fait le travail d'historien, de comparaison, pousser sans doute une opinion qui est une opinion personnelle qui va lui coûter assez cher, je crois. Il va dire qu'au poncif raciste blanc, l'Occident civilisé face aux sauvages noirs a succédé l'image tout aussi déformée de bourreaux uniquement blancs face à des noirs uniquement victimes, et qu'il y avait là une sorte d'iniquité. Le pauvre. Donc évidemment, tout de suite, il y a une plainte, qui est une plainte, n'est-ce pas, des associations, du collectif des Antillais, des Guyanais, des Réunionnais, des Mahorais, qui l'accusent de deux mots. Le premier, c'est la diffamation publique raciale, et le second, on l'a très bien compris, c'est effectivement une sorte de négation de l'existence d'un crime contre l'humanité. Et c'est ce deuxième motif qui va, en quelque sorte, n'est-ce pas, poser un certain nombre de problèmes dans cette affaire, d'autant que, dans le même temps, Olivier Petogounouyot va recevoir un prix, qui est le prix de la médaille d'or du livre d'histoire du Sénat. Pardon, tu as eu l'occasion tout à l'heure de rappeler que je l'avais eu, mais plutôt la maison de bronze. Alors je n'avais pas très bien compris pourquoi tu me l'avais donné. J'ai fini par comprendre après qu'il y avait une sorte de réparation. Une sorte de réparation. Je ne comprenais pas très bien pourquoi. Donc, je fais la parenthèse à ce point. Et donc évidemment, n'est-ce pas, il va recevoir ce prix. Et le jour où il reçoit le prix, le Sénat est envahi justement par les membres de ce collectif qui vont protester contre le prix qui lui a été remis. Alors, le débat juridique va traîner en longueur jusqu'à ce que le président de ce collectif, qui n'est autre que Patrick Karam, va mettre fin, bien sûr, n'est-ce pas, à la polémique en disant simplement qu'il ne réclamait plus du tout rien à la justice, du point de vue, bien sûr, n'est-ce pas, de l'historien, qu'il ne voulait pas se mettre à dos les historiens parce qu'il y avait eu un collectif d'historiens qui s'était porté défenseur d'Olivier Petogounouyot en défendant, bien sûr, la liberté qui est la liberté de la recherche, et que pour ce faire, il se contentait simplement d'éteindre la polémique. Pourquoi? Parce que le collectif en question avait gagné un autre procès, qui était justement le procès du Yabon Banania. Le procès de Yabon Banania, c'était un procès qui avait été intenté contre la société, qui est la société Nutrimen. Et la société Nutrimen venait d'acheter 3 ans plus tôt à Unilever les droits pour pouvoir justement exploiter le chocolat. Et évidemment, ce chocolat avait une couverture qui était une couverture bien connue, qui était le Yabon Banania. Ils voulaient, n'est-ce pas, remettre au goût du jour le Yabon Banania pour que les familles qui avaient un père qui avait connu le Yabon Banania jeune puissent transmettre le Yabon Banania au fils. Et donc, erreur, évidemment, le collectif lui a demandé, n'est-ce pas, de surseoir à cette demande et de retirer purement et simplement de l'Institut de la propriété intellectuelle le fameux Yabon Banania. Entre parenthèses, je dis toujours à chaque fois, je suis collectionneur de Yabon Banania pour celui qui en a chez lui. Et ce n'est pas une boutade. Parce que si ça disparaît, ça va poser des problèmes du point de vue de l'histoire, pour moi. Je vais faire ma parenthèse à ce point. C'est mon côté, il faut maintenir, n'est-ce pas, les faits qui fâchent de l'histoire, ça permet de discuter après. Et donc, évidemment, ce retrait de la plainte est un retrait qui ne va pas éteindre la polémique, puisque Christiane Taubira, elle aussi, de façon malencontreuse, dans un entretien qu'elle a donné à l'Express au mois de mai 2006, va justifier en fait les raisons pour lesquelles on choisit de qualifier la traite transatlantique comme étant un crime contre l'humanité et pas les autres traites. Et comment est-ce qu'elle le justifie? Elle dit qu'elle le justifie au nom du fait que les jeunes Arabes ne portent pas sur eux, sur leur dos, tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. Alors évidemment c'est un peu ennuyeux parce que si eux ils ne peuvent pas le porter, pourquoi les autres devraient le faire? Il y a là un vrai problème qui se pose. Évidemment, la polémique va repartir de nouveau et il ne sera jamais remis en cause le fait que cette expression est déjà en soi une sorte d'iniquité par rapport, bien sûr, au traitement qui peut être le traitement de l'histoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la mémoire est un choix qui peut être fait à un certain moment donné, en fonction des circonstances politiques, dans un pays donné, selon des raisons qui sont des raisons strictement politiques. Et je pense
que la question mémorielle liée à la traite transatlantique est une question très inflammable en France, qui ne concerne pas que la société métropolitaine, elle concerne surtout le rapport que la France entretient avec les sociétés d'outre-mer, et je crois que les événements récents viennent conforter cette hypothèse selon laquelle si on ne fait pas attention à l'outre-mer, c'est peut-être un extrême qui va s'y retrouver. Il me semble que c'était déjà cela qui était en jeu dans ce débat. Alors, évidemment, les détracteurs considèrent que la loi est anachronique dans le fond et qu'elle est inactuelle dans sa forme. Elle est anachronique parce que, évidemment, cela n'apporte rien, par exemple, à la Convention de Genève de 1926, puisque la Convention de Genève de 1926 faisait déjà de la traite, de l'esclavage, on le sait, bien sûr, n'est-ce pas, un crime, comme il peut être rappelé ici, et d'autre part, c'est une loi qui est inactuelle dans sa forme, parce qu'elle ne traite pas du tout des rapports qui peuvent exister entre l'esclavage transatlantique, par exemple, et les esclavages contemporains, par exemple, les esclavages domestiques. Elle n'en parle pas du tout, ou encore, et c'est l'autre élément qui est un élément important, c'est que c'est une loi qui divise les Français. C'est une loi qui divise les Français, comme l'a rappelé un article de la revue Hérodote.net. Elle divise les Français parce qu'elle part de l'idée de réparation, faisant porter donc sur le poids de tous les Français qui sont en métropole, le poids justement de l'histoire, qui est l'histoire de la traite transatlantique, ce qui n'est peut-être pas totalement juste en tant que tel. Et évidemment, le journal Hérodote.net s'interroge sur la raison de savoir pourquoi les Français de métropole, dont les descendants n'ont jamais ni de près ni de loin participé à la traite, devraient-ils payer les réparations et qui devraient en bénéficier? Les ressortissants des Antilles, qui, dans leur immense maturité, cumulent les gènes des esclaves et des propriétaires d'esclaves, ou les Africains, dont les descendants ont participé à la réduction en esclavage de leurs congénères. Qui doit payer si on parle des réparations? Il me semble que les détracteurs en fait, de cette loi considèrent qu'en fait, il y aurait peut-être un autre moyen de pouvoir exprimer condamner en fait la traite de l'esclavage, d'une part en restreignant la question de la traite de l'esclavage à la sphère française et ne pas considérer les autres pays, et d'autre part, surtout, de rétablir l'histoire de l'esclavage à partir des circonstances qui sont les circonstances de l'histoire de France elle-même, et de pouvoir, plutôt que d'instaurer la date du 10 mai 2000, la date du 10 mai, comme étant la date de commémoration de l'esclavage, de rappeler plutôt que la date du 10 mai sera la date de la proclamation par Delgrès, qui est un Guadeloupéen, et de l'armée française, de son défi à Napoléon, de rétablissement de l'esclavage de 1804. Il me semble qu'il y a là quelque chose que voudrait, n'est-ce pas, porter ici cette revue, mais cette position est une position qui est peut-être tenable si l'on ne s'en tient, bien sûr, qu'à une connaissance qui est une connaissance de l'histoire, mais c'est une position qui est peut-être malvenue si on s'en tient, n'est-ce pas, une position qui est une position de la mémoire. Je pense qu'il y a là, n'est-ce pas, deux points de vue qui sont deux points de vue totalement différents. J'en viens assez rapidement, si vous voulez bien maintenant, à la Fondation, et pour poser effectivement les conditions qui sont les conditions de son avènement. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage arrive dans une période que je veux appeler une période post-esclavagiste. Une période post-esclavagiste qui se caractérise par quelques éléments assez simples. Le premier élément, c'est celui selon lequel la question de la mémoire de l'esclavage est déjà présente dans les institutions internationales et depuis très longtemps. Et on peut le voir à travers la déclaration de l'UNESCO de 1993, qui a lancé, et avec succès, un programme qui est le programme de la route de l'esclave. Aujourd'hui, est en train de changer de nom, c'est la route de l'esclavagisé, ou de l'esclavisé, on ne sait pas très bien. Le débat est en cours, débat d'ailleurs assez violent. Je n'ai pas encore très bien compris pourquoi. Un mot pourrait poser autant de problèmes, mais bon, passons. Parce qu'en anglais, c'est pas la même chose qu'en français, il y a ça aussi. Donc, qui vise à contribuer, n'est-ce pas, à faire mieux connaître les causes de la traite et de favoriser le dialogue culturel. C'est le but, n'est-ce pas, qui est celui de l'UNESCO depuis 1993. Il y a 4 programmes qui sont attachés justement à la route de l'esclave. Le premier programme, c'est un programme de recherche scientifique. Le second, c'est un programme éducatif. Le troisième, c'est un programme qui est celui de l'identification et la préservation des lieux d'archives écrites ou orales. C'est un programme, bien sûr, qui est lié à l'anthropologie. Et le 4e programme, qui est celui, n'est-ce pas, du tourisme de mémoire. Je rappelle que le 4e programme est un 4e programme qu'on voit beaucoup moins en France, par exemple qu'aux États-Unis, où il y a, bien sûr, n'est-ce pas,
des programmes de tourisme qui permettent, n'est-ce pas, les Noirs américains de retrouver leurs origines en fait en Afrique, que ce soit au Sénégal, au Gabon, ou au Cameroun, ou alors au Mali, ou bien en Guinée. Et ainsi, on sait très bien d'où viennent, par exemple, Condoleezza Rice, n'est-ce pas, l'ancienne ministre des Affaires étrangères des États-Unis, puisqu'elle a retrouvé, n'est-ce pas, ses racines en Afrique à travers des programmes, c'est un programme de tourisme de mémoire. Et la seconde, c'est la conférence, bien sûr, n'est-ce pas, de Durban, qui a organisé par l'UNESCO, qui demandait, bien sûr, n'est-ce pas, que l'esclavage soit reconnu comme crime contre l'humanité. Et là, on voit bien, n'est-ce pas, la poussée des organisations non gouvernementales qui veulent que l'esclavage soit ainsi indexé comme étant un crime contre l'humanité, comme tous les autres crimes contre l'humanité. Pourquoi? Parce que cela permet, n'est-ce pas, de ne pas oublier. Et parce que cela permet également, n'est-ce pas, de faire reconnaître les personnes qui ont été soit mises en esclavage, soit descendants d'esclaves, de leur permettre de retrouver une certaine dignité à travers, n'est-ce pas, l'héritage qui serait un héritage de l'esclavage et dépasser ici les questions qui sont des questions raciales. Et évidemment, cette création se situe également dans un moment qui est un moment assez important, qui est sur la réévaluation du passé esclavagiste de plusieurs pays concernés par cette histoire. Et que ce soit aux États-Unis, par exemple, ou avec le National Museum of African American Cultural History, qui est inauguré en 2016 par le président Obama, qui est un moment important au cours duquel, reprenant bien sûr, n'est-ce pas, à son compte un passage du poème de Langston Hughes, moi aussi, je chante l'Amérique, et il essaie bien sûr, n'est-ce pas, de montrer en quoi est-ce que l'érection de ce musée n'est pas du tout un défi à l'histoire des Amériques, mais plutôt un lieu qui est un lieu de rencontre, un lieu de dialogue, et peut-être même, d'une certaine façon, n'est-ce pas, un lieu qui permet de confirmer, si je dis, l'identité américaine des Noirs, et ce qui va conduire, on le sait très bien, à une célébration qui est une célébration importante du Black History Month, ce qui est devenu bien sûr une tradition, qui est une tradition aux États-Unis depuis longtemps. Je rappelle que la même chose va être faite tout à l'heure, n'est-ce pas, à propos de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Ce phénomène est un phénomène qui va s'étendre au-delà des États-Unis vers le Canada, j'allais dire pour cause, puisque l'Ontario, on le sait très bien, est le premier pays d'Amérique du Nord à avoir pris des mesures visant à abolir l'esclavage. On a fini par l'oublier en 1792, c'est-à-dire que c'est 2 ans avant la première abolition française de 1794, et aujourd'hui encore, n'est-ce pas, on célèbre le même événement au Canada avec un succès, n'est-ce pas, qui est un succès qui est indéniable. On peut faire la même remarque à propos du Brésil, qui effectivement a adopté au 16 juin 2010 un statut d'égalité raciale qui vise, n'est-ce pas, à mettre exactement sur le même plan les marrons noirs issus d'Afrique et les différentes ethnies qui composent le Brésil. Et on peut faire exactement, n'est-ce pas, la même remarque à propos des pays européens comme le Royaume-Uni, par exemple, qui a ouvert un musée qui est un musée de l'esclavage en 2007. Ce musée qui vient compléter d'autres musées qui sont des musées régionaux au Royaume-Uni, ou alors aux Pays-Bas, qui vient de créer un institut national pour l'étude de l'esclavage néerlandais et de ses héritages. Et on sait très bien, n'est-ce pas, que parmi les différents empires européens, l'empire néerlandais n'était pas le dernier empire à avoir créé, n'est-ce pas, un vaste territoire qui est un vaste territoire d'esclavage. Il y a là, bien sûr, n'est-ce pas, une sorte de reconnaissance, et qui va, n'est-ce pas, de pair avec un certain nombre d'autres petits endroits mémoriels en France, mais qui sont très très nombreux. On peut en compter, n'est-ce pas, 120 lieux de mémoire en France portant sur l'esclavage, même en des endroits qui n'étaient pas totalement prévus, comme à Lyon par exemple le musée africain, mais c'est surtout à Mâcon. On n'aurait jamais imaginé, n'est-ce pas, qu'à Mâcon, par exemple, n'est-ce pas, en France, il y ait un mémoire qui est un musée de l'esclavage. Pourtant, il y en a un. Et ce musée-là est un musée qui est assez intéressant. Si vous n'avez jamais l'occasion de le visiter, je vous recommande, n'est-ce pas, de visiter le musée Lamartine. Parce que c'est un musée qui contient, bien sûr, n'est-ce pas, un certain nombre de traces qui portent sur les questions de l'esclavage. Je rappellerai, bien sûr, n'est-ce pas, que le Parlement européen a donc adopté le 19 juin 2020 la résolution permettant de classer l'esclavage comme crime contre l'humanité, et a décidé, bien sûr, n'est-ce pas, que la date du 2 décembre serait également celle de la commémoration pour l'Europe de cette abolition de l'esclavage. L'Afrique n'est pas en reste, puisque la question de la transmission de la traite de l'esclavage, on le sait, est une question qui est très sensible dans un certain nombre de territoires de l'Afrique de l'Ouest. Je pense ici à la Mauritanie, mais en Afrique de l'Est aussi, je pense au Soudan,
qui sont des territoires dans lesquels, bien sûr, l'esclavage, et surtout l'esclavage intra-africain, dont je parlais tout à l'heure, est encore pratiqué. Mais toujours est-il que le Sénégal est le premier pays à avoir déclaré l'esclavage crime contre l'humanité en 3 articles qui ressemblent assez furieusement à ceux que nous avons vus tout à l'heure avec la loi Taubira, puisqu'il s'agit, 1, de reconnaître le crime contre l'humanité, 2, de l'enseigner, et surtout de transmettre cet enseignement à travers des programmes qui sont des programmes dédiés. On peut faire exactement la même remarque avec le Bénin, où a été inaugurée en 1995 la place du non-retour, pour pouvoir se souvenir de ce qui s'est produit, justement, n'est-ce pas, dans ce grand empire qui est un grand empire colonial. Au Ghana ou bien au Togo aussi, où un certain nombre de programmes sont en train d'être mis en place pour pouvoir reconnaître ce phénomène comme étant un crime contre l'humanité. Donc, si l'on regarde ce qui se passe en fait dans ce que je pourrais appeler la période post-esclavagiste, la France n'est pas du tout, n'est-ce pas, en dehors des clous, elle n'est pas en dehors du temps. Alors, c'est-à-dire qu'il s'agit bien sûr, n'est-ce pas, pour ce pays de faire un choix mémorial qui est un choix mémorial constant et d'une attention particulière qui est, n'est-ce pas, des pouvoirs publics et surtout de la société civile pour pouvoir organiser, n'est-ce pas, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et en ce sens-là, le rapport de préfiguration de la Fondation rappelait tout simplement qu'il faudrait que dans la mémoire française, la question de l'esclavage soit considérée comme étant une cause nationale, une cause universelle. 2 termes qui sont 2 termes assez intéressants à rappeler ici, puisque la nation patriotique est toujours métropolocentrée depuis très longtemps. Mais cette fois-ci, il faut la décentrer. Et que l'universel a toujours été pensé, et il faudrait relire tous les essais de Glissant là-dessus, l'universel a toujours été pensé en France comme étant la reproduction de la France métropolitaine, et non pas la synthèse, n'est-ce pas, de la France mondiale. Et c'est bien en cela que le choix mémorial ici est intéressant, c'est en quelque sorte de faire éclater les catégories, qui sont les catégories jusqu'ici permettant de penser la patrie française ou bien de penser la France. La nation française n'est plus métropolocentrée et la nation française ne peut plus être universelle telle qu'on pouvait la penser, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle par exemple. Et en ce sens-là, il faudrait, bien sûr, n'est-ce pas, reconsidérer le sens de la nation républicaine. Il faudrait la reconsidérer à partir de 2 notions. L'une, c'est la diversité des histoires françaises, et l'autre, c'est la globalité de la France, puisque celle-ci n'est pas qu'hexagonale, ou elle n'est pas qu'européenne. Et en ce sens-là, on voit bien que se dessine petit à petit, dans cette conception qui est la conception de l'idée de France, une France, n'est-ce pas, qui serait une France mondialisée, même si cela peut poser, bien sûr, n'est-ce pas, un certain nombre de problèmes. Et considérant, bien sûr, cette France mondialisée, cela suppose de reconsidérer les mondes qui sont nés des civilisations issues de l'esclavage, et de leur donner un corps, de leur donner une représentation, puisque c'est ainsi que l'on pourrait sans doute repenser la France contemporaine afin d'éviter le sentiment de non-appartenance qui peut se cristalliser sur un certain nombre de descendants d'esclaves. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution, préconisait le rapport, c'est de réinvestir le récit national de l'ensemble de toutes ces considérations. Et évidemment, cela peut poser des problèmes lorsqu'on dit qu'il faudrait réinvestir le récit national, mais cela suppose que le récit national de France soit un récit national de France qui prenne non seulement les dimensions qui sont des dimensions contemporaines, mais les dimensions qui sont des dimensions anciennes, prenne en compte l'expansion qui est l'expansion de la France hors de France, et prenne en compte les retours qui sont les retours de ces histoires à l'intérieur, bien sûr, n'est-ce pas, de l'espace français. Et c'est bien ce que concluait justement Lionel Zenzou dans le rapport de la mission de préfiguration dont je parlais tout à l'heure, lorsqu'il disait, je cite, « Dire tout le passé, connaître tout ce passé, ce n'est pas diviser, ce n'est pas ressusciter des haines, ce n'est pas fragmenter la société, c'est tout l'inverse. C'est combattre le refoulement, c'est faire son deuil, c'est pouvoir refaire société et vivre ensemble dans la clarté, c'est dépasser le passé et congédier les culpabilités réelles et imaginaire. » Et c'est bien sur cette base-là que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage va établir un certain nombre de ses missions, celles que je voudrais vous proposer assez rapidement maintenant. Alors, évidemment, les missions de la Fondation sont des missions qui, d'une certaine manière, vont porter sur les seuls objets indiscutables de la loi Taubira, que sont, d'une part, l'éducation, la culture et la recherche. Ce sont, en fait, sur ces sujets-là que va porter les objets de la Fondation. Cela ne veut pas dire que les questions politiques sont absentes, pas du tout. Mais il faudrait, à un certain moment donné, n'est-ce pas, choisir, si j'en dis, n'est-ce pas, ces missions. Et pour ce faire, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a tenu à créer une organisation qui est une organisation assez
original de mon point de vue, qui associe à la fois les territoires, les mécènes, puisque c'est une FLUP, une fondation reconnue d'utilité publique qui reçoit donc de l'argent de l'État, mais également de l'argent des mécènes, privés, publics, c'est la nécessité. Pourquoi cette organisation? Parce que les questions de mémoire doivent être totalement détachées des questions de la nation. Et l'État ne peut pas financer à elle seule les questions de mémoire. Si l'État finance des questions de mémoire, ben cela veut dire que ces questions ne peuvent pas être librement débattues. Et on en a la preuve à partir de l'institution qui a présidé la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Hein, c'est le Conseil national, Conseil national sans eux, Conseil national de la mémoire et de l'histoire de l'esclavage, le CNMHE, qui en fait recevait 50 000 € chaque année de l'État français et qui était dépendant totalement des besoins qui étaient les besoins de l'État français. Cela posait un certain nombre de problèmes. D'abord parce que la subvention, 50 000 €, c'est rien pour traiter les questions qui sont des questions liées à l'esclavage, qui est un esclavage mondial, c'est rien du tout, d'une part. Et d'autre part, le fonctionnement qui était le fonctionnement de ce conseil était lié par trop à des dépendances qui étaient des dépendances des besoins de l'État par rapport, bien sûr, n'est-ce pas, à l'outre-mer. Le conseil était un conseil qui était trop orienté outre-mer et donc était un peu dépendant de l'État. Je n'aurai pas le temps, n'est-ce pas, d'aborder ce point-là. Et je crois qu'il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas dire publiquement, mais c'est vrai qu'il y a là un certain nombre de problèmes. Le CNMH, en plus, reprenant, bien sûr, n'est-ce pas, le conseil pour la mémoire de l'esclavage qui avait été présidé, on le sait très bien par l'écrivaine qui est l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé, on voit bien sûr qu'il y avait un certain nombre comment j'ai dit ça, de points aveugles, hein, que la question de l'esclavage soit liée au rapport entre la métropole française et les départements d'outre-mer, alors que c'est mondial, ce n'est pas, bien sûr, n'est-ce pas, une question qui est une question métropolocentrée. Donc cette organisation de la Fondation autour du conseil d'administration va créer un certain nombre de conseils qui sont les conseils statutaires. Et parmi les conseils statutaires, il y en a 4. Il y a le conseil d'orientation. Le conseil d'orientation est un conseil qui réunit l'ensemble de toutes les organisations qui sont censées justement orienter, c'est le cas de le dire, les différentes activités qui sont les activités de la Fondation, qu'il s'agisse des associations qui sont des associations qui défendent depuis très très longtemps les questions mémorielles, ou alors qu'il s'agisse d'autres associations, d'autres mémoires. J'aurai l'occasion d'y revenir, parce que la question de la mémoire de l'esclavage n'est pas la seule question mémorielle française. Il y a la question de la Shoah, il y a la question des Arméniens, je l'ai dit tout à l'heure, et sans citer, bien sûr, n'est-ce pas, les autres. Il y a un conseil, bien sûr, n'est-ce pas, qui est le conseil scientifique, qui est un conseil qui est important, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, puisque c'est un conseil qui est fait de 41 membres, qui est des membres qui sont des membres internationaux, qui viennent de plusieurs disciplines, alors que le Conseil pour la mémoire de l'esclavage que j'évoquais tout à l'heure était un conseil qui était composé exclusivement d'historiens. Alors vous imaginez un peu 15 historiens, tous ensemble, tous les jours, discutant exactement la même chose. Je ne vous dis pas, n'est-ce pas, des débats, n'est-ce pas, qu'il y a eu chez les historiens à l'arrivée, n'est-ce pas, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Pardon pour les historiens, mais je parle des historiens de l'esclavage, les autres, je ne les connais pas. Donc voilà. Et évidemment, c'est assez intéressant de les voir, n'est-ce pas, se chamailler sur des questions de date, par exemple. Voilà. Et le troisième conseil, c'est le conseil des territoires, qui réunit l'ensemble de tous les territoires où il y a eu, à un certain moment donné, des questions qui sont des questions de l'esclavage. Et ces conseils de territoires sont des conseils qui, au fond, apportent chacun des territoires une part financière au fonctionnement justement de la Fondation. C'est 10 000 € pour chacun des territoires, c'est rien du tout 10 000 €, mais c'est assez intéressant par rapport au fonctionnement qui est un fonctionnement ancien, puisque jusqu'ici les territoires qui étaient des territoires concernés par la question de l'esclavage ne se posaient pas du tout la question de savoir si elles devaient ou pas financer les travaux portés sur la mémoire, les différentes activités de la mémoire, mais on voit bien qu'il y a là, n'est-ce pas, un intérêt qui est un intérêt financier pour le fonctionnement de la Fondation. Et enfin, il y a bien sûr, n'est-ce pas, le conseil des mécènes. Ils sont très nombreux, les mécènes, entre la Poste, la SNCF, la Banque de France, l'ADC Habitat. La série est assez longue, de mécènes qui pensent aujourd'hui que leurs activités sont des activités qui sont liées peu ou prou à l'histoire de l'esclavage. Qu'il s'agisse de l'habitat, par exemple, aux Antilles, ou alors qu'il s'agisse de la Poste. Alors, ça peut paraître absolument absurde que la Poste s'en occupe, mais on sait très bien, n'est-ce pas, l'intérêt que la Poste peut avoir avec les territoires
dit d'outre-mer. Je ne veux pas faire ici la caricature en rappelant bien sûr, n'est-ce pas, que la Poste en France, dans les territoires d'outre-mer, il y a beaucoup d'originaires, bien sûr, de la Martinique et la Guadeloupe, de la Guyane, qui sont, n'est-ce pas, du personnel, c'est le personnel de la Poste, il y a là, n'est-ce pas, un intérêt, qui est un intérêt aussi pour cette entreprise. Et enfin, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, cette fondation n'est pas toute seule dans les questions de mémoire, il faudrait bien sûr, n'est-ce pas, y associer des associations mémorielles, il y en a de nombreuses associations mémorielles, parmi les plus importantes, bien sûr, n'est-ce pas, il y a des associations qui défendent la mémoire de la Shoah. Les trois missions majeures, donc, de la fondation, il y a l'histoire, la diffusion de l'histoire, la connaissance de l'histoire, il y a la culture. Les manifestations qui sont des manifestations culturelles liées à la rencontre entre les cultures, les peuples, les civilisations au cours de l'esclavage, et la transformation par voie de conséquence de cette histoire en des manifestations qui sont des manifestations culturelles. Je voulais simplement signaler ici que la danse, la musique par exemple antillaise n'a pu exister que à cause ou grâce à l'esclavage. S'il n'y avait pas eu les deux, bien sûr, n'est-ce pas, cette culture n'existerait pas. Et que, au fond, la citoyenneté, là aussi, qui est importante, c'est faire prendre conscience à tous ceux qui appartiennent à cet espace qui est l'espace français, qui font partie justement de la même nation, et qui font partie, peut-être, n'est-ce pas, de la même histoire. Et pour que ces missions majeures soient remplies, il conviendrait, que la Fondation travaille du côté de la recherche, et évidemment du côté de la recherche, je peux... Alors, je vais donc vous présenter tout de suite le site, comme ça vous l'aurez au moins en face. Ce beau site, avec, vous l'avez très bien compris, le tableau de Marie Guillemine, qui est considéré comme étant l'emblème de la Fondation. Alors, je voulais juste prendre un seul exemple, n'est-ce pas, qui est l'exemple du colloque qui a été organisé récemment par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, en relation avec le ministère de l'économie, et qui est intitulé Colloque international du travail, servile et dynamique économique 16e, 21e siècle. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que c'est un colloque qui a été initié par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, avec la complicité, si j'ose dire, du Conseil pour l'histoire économique et financière de la France. Et il se trouve que le Conseil pour l'histoire économique et l'histoire de la France avait dans sa création une ligne qui était censée justement travailler sur les questions de l'esclavage, mais personne ne s'en était aperçu. Et donc on s'est rendu compte, bien sûr, n'est-ce pas, qu'il fallait simplement réveiller cette petite ligne et organiser un colloque, et c'est la raison pour laquelle, en sollicitant et le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie et l'Élysée, le colloque a pu avoir lieu, bien sûr, n'est-ce pas, en décembre 2021, et l'idée, effectivement, de pouvoir réveiller comme ça, en France, des lieux qui sont des lieux endormis de cette histoire de l'esclavage, permet en quelque sorte, n'est-ce pas, de remettre au goût du jour toutes les institutions françaises qui, en fait, ont pour mission de travailler sur toutes ces questions. C'est vrai pour le ministère de l'économie, c'est vrai pour le ministère de l'éducation nationale, c'est vrai également pour le ministère de la recherche, et effectivement, quand on y travaille, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je peux faire également la même remarque à propos de la dimension qui est la dimension historique et du débat que vous connaissez très bien, qui est le débat justement concernant Napoléon. Alors, il y a eu récemment une exposition Napoléon à Paris qui a connu un grand succès, mais je vous passe les détails sur les discussions qu'on a pu avoir avec les organisateurs de ce colloque pour justement faire intégrer simplement cette petite dimension qui est la dimension historique, à savoir le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Ça a pris 6 mois pour discuter, bien sûr, avec les organisateurs de ce colloque. 6 mois, mais quand je dis 6 mois, c'est 6 mois de discussion serrée tous les matins. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y allait, j'ai bien compris, en disant les choses de façon totalement neutre, il y allait de la grandeur de Napoléon, qu'il ne fallait pas écorner. Il y allait d'une certaine vision, qui était une vision sans doute de Napoléon, qui devait être préservée des associations qui sont des associations qui déboulonnent les statuts, et qu'au fond, n'est-ce pas, pour toutes ces raisons-là, il ne fallait pas du tout qu'on parle, n'est-ce pas, de l'histoire de Napoléon. Alors il a fallu justement qu'on argumente en expliquant simplement que si on ne dit pas qu'il y a eu le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, comment peut-on comprendre Haïti?
Et si on ne le dit pas à ces jeunes qui, en fait, il s'agit de l'histoire, c'est tout. Il n'y a pas du tout à prendre parti. Il s'agit juste de raconter ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, se sentir concernés par cette histoire, n'est-ce pas, qui est une histoire nationale. C'était juste ce but-là qu'il fallait atteindre. Et ce n'est rien d'autre. C'est faire raconter l'histoire de France telle qu'elle s'est déroulée, en bien et en mal. C'est ça, en fait, le récit national. Et je vous prie de me croire que ce n'est pas toujours très simple. Alors, il en est bien sûr, n'est-ce pas, de même pour la citoyenneté, et le débat autour de la citoyenneté porte presque essentiellement sur la forme de l'égalité, avec les élèves des écoles primaires ou bien du collège à pouvoir les inciter à travailler sur l'autre partie de la mémoire qu'ils ne connaissent pas du tout, et à pouvoir les faire réfléchir à la manière dont on pourrait, en les sensibilisant, faire que la flamme de l'égalité soit une flamme de l'égalité métropolitaine, mais qu'elle soit également une flamme de l'égalité à travers tous les territoires qui sont des territoires de l'esclavage. Même chose, bien sûr, n'est-ce pas, pour la culture, c'est montrer, en suscitant, bien sûr, n'est-ce pas, des événements, de montrer comment est-ce qu'on peut, à travers simplement l'art français, retrouver, bien sûr, n'est-ce pas, les éléments qui remettent au goût du jour l'ensemble de toutes ces histoires, puisque ces histoires ont participé, bien sûr, n'est-ce pas, d'un certain nombre de phénomènes de l'art. Et ici, la voix de Madeleine est un exemple au cours duquel on a pu faire comprendre, d'une part, qu'il y a des tableaux et des artistes du 18e ou du 19e siècle qui ont été complètement oubliés, et dont les œuvres partent, bien sûr, n'est-ce pas, de cette histoire. Il faut juste le rappeler et le dire, et ne rien faire d'autre. Et enfin, bien sûr, n'est-ce pas, dans un domaine qui est un domaine important, qui est le domaine du numérique, il se trouve que la Fondation est née à la veille du confinement. On était en novembre 2019, et que tout au long de l'année 2020, il n'y avait pas de possibilité de faire d'événements. Donc de là est née l'idée selon laquelle la diffusion de tous les travaux de la Fondation se feront mieux, sans doute, par le numérique que par d'autres moyens, et donc est née l'idée d'un portail, qui sera un portail de l'esclavage, avec la signature, avec la Bibliothèque nationale de France, et avec les archives nationales et les archives nationales d'outre-mer, d'un grand portail qui sera un portail de ressources, de documents, permettant à quiconque voudrait s'intéresser à ces questions d'aller se servir gratuitement sur ce site. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de développer une grande plateforme numérique qui doit normalement avoir le jour à la fin de cette année. Alors, voilà. Donc je vais juste terminer assez rapidement en rappelant que la Fondation voudrait s'impliquer pleinement dans les débats historiques actuels et que cette implication vise à travailler sur le vocabulaire de l'esclavage, grand débat, comment est-ce qu'il faudrait utiliser le N-mot, je traduis bien sûr, n'est-ce pas, l'expression qui est l'expression américaine, est-ce qu'il faudrait l'utiliser ou pas, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir l'utiliser quand même. Je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait l'utiliser, mais pardon, je préfère que les mots soient dits plutôt que non dits. On ne peut pas à la fois dire, il faut les dire, et puis dire qu'on dit, ça me pose un problème. Et d'autre part, travailler, bien sûr, n'est-ce pas, de façon intelligente à la question de la réparation, qui est une question qui est assez inflammable. Et si on laisse la question de la réparation aux réseaux sociaux, ou bien aux associations qui sont des associations que j'appellerais idéologiques, alors cette question ne sera jamais réglée. Et on sait très bien qu'il y a eu un débat qui a commencé aux États-Unis. Il faut absolument que ce débat soit rapatrié en France assez rapidement. On a commencé à y travailler il y a déjà 2 mois, et on va s'y remettre là, à la rentrée pour savoir comment mettre en place des modalités pour pouvoir justement régler la question de la réparation de la dette d'Haïti qui a commencé en 1825, c'était en 1945, comme vous le savez sans doute. Alors, pour cela, il faut de l'argent. Et la particularité, bien sûr, n'est-ce pas, de la Fondation, c'est d'avoir réussi à dégager un budget qui est un budget d'environ 2 millions d'euros. 2 millions d'euros par an, entre le budget qui est le budget de l'État et le budget qui est celui des mécènes. C'est déjà bien par rapport au CNMHE qui avait 40 000 euros. 2 millions d'euros pour financer l'ensemble de toutes les activités que je viens d'indiquer là, ce n'est rien du tout. Entre le prix de la thèse, entre le financement des mémoires pour l'esclavage, des thèses pour l'esclavage, entre les différents soutiens aux activités culturelles, entre les différents soutiens aux colloques, 2 millions d'euros, c'est rien. Si l'on compare par exemple aux 500 millions d'euros, qui est l'équivalent, bien sûr, n'est-ce pas, de musée qu'a inauguré en 2016 Barack Obama, vous pouvez faire les comptes, ça fait 200 fois moins
Et évidemment, quand c'est 200 fois moins, on fait 2000 fois moins que ce qu'on devrait faire un peu plus. Voilà. C'est une charge qui est lourde, à laquelle je ne suis pas mécontent de participer, mais c'est une charge qui est assez exaltante. Merci. Merci beaucoup, Romuald. Nous avons le temps pour quelques questions et j'invite bien sûr les étudiants à poser ces questions dans notre tradition instaurée à Nouvelle-Dorée. Merci beaucoup. Ma question est, j'aimerais savoir s'il y a une différence, à votre avis, entre le rôle d'historienne et le rôle de personne qui veut agir dans le monde politique, ou peut-être autrement dit, une personne qui veut comme but principal réfléchir fidèlement l'histoire, ou une personne qui veut faire des changements au monde actuel. Alors, c'est une question qui est assez vaste. Je ne sais pas si vous êtes en train de me demander s'il y a l'histoire neutre, objective, ou s'il y a l'histoire engagée. Je ne sais pas si c'est ce que vous êtes en train de me demander. Si je vous ai bien compris, je crois que ça vient du fait que Olivier Peter-Grenouillot, par exemple, fait une histoire qui est une histoire comparée des traites négrières. Il ne se pose pas du tout la question de savoir s'il y a un engagement ou pas. C'est dès lors qu'il franchit en fait la ligne, qu'il donne son opinion là-dessus, que ça pose un problème. S'il fait simplement l'état des lieux, en disant voici ce qu'il y a, voici les trois types que vous avez oubliés, très bien, c'est parfait. Mais si on dit ben, ça permet en fait de défendre l'un plutôt que l'autre, c'est une opinion, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça, c'est la première remarque que je ferai. La seconde remarque que je ferai, c'est que les questions mémorielles, pour moi, sont les questions qui lient toujours l'histoire à la politique. La question politique doit toujours être présente dans les questions mémorielles. Et en France, sans doute un peu plus que partout ailleurs, à ma connaissance. Dans le cas qui est celui de l'esclavage dont je parlais à l'instant, il n'est peut-être pas inintéressant que le président de la Fondation soit l'ancien Premier ministre de France. Que Jean-Marc Ayrault soit à la tête de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, ça fait 80% de plus à ce que l'on peut faire avec cette fondation. Et en tant que Premier ministre, il sait très bien quels sont les arcanes du fonctionnement de l'État. Il est capable d'être écouté quand il parle de ces questions-là de façon assez sérieuse. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on le connaît, il a raconté d'ailleurs plusieurs fois, il a été à l'école dans un lycée qui est un lycée assez amusant, qui s'appelle le lycée Colbert, mais il y est allé jusqu'à sa classe de bac, il ne savait même pas qui c'était Colbert. Il a découvert Colbert quand il est devenu Premier ministre. Et il le raconte d'ailleurs en disant, mais le jour où j'ai découvert que ce qui était Colbert, je me suis dit, je ne vais jamais dire que je suis dans un lycée Colbert, c'est pas possible. Mais simplement, cette position qu'il a aujourd'hui politique lui permet de tenir ce type de discours. En disant, oui, moi j'ai été dans ce lycée, voilà qui est Colbert, voici ce qu'on peut en faire. Mais sans être idéologue, mais en étant simplement politique, c'est-à-dire totalement stratège, avec un certain nombre d'objectifs qu'il faudra atteindre. Et je crois que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a un objectif à atteindre, c'est la réconciliation des mémoires sur la question de l'esclavage. Je pense qu'on va y arriver, à condition, bien entendu, qu'il n'y ait pas, pour reprendre l'expression de Césaire, qu'il n'y ait pas de chicane politique. Qu'il n'y ait pas de chicane politique, parce que ça peut arriver assez vite, les chicanes politiques. Mais il faudrait arriver à ça. Il faudrait vraiment arriver à la réconciliation des mémoires. Si on n'arrive pas à la réconciliation des mémoires, ben, ça va donner ce qui s'est passé à la Martinique il y a simplement 1 an. On s'est mis à démolir la statue de celui qui est l'abolitionniste. On démolit la statue de Schœlcher. Et je ne comprends plus. C'est la raison pour laquelle j'avais fait un entretien en disant que ce n'est pas Schœlcher que l'on démolit, c'est Césaire qu'on démolit, parce que Césaire était schœlcheriste. Donc évidemment, puisqu'on lui en veut, ben on démolit effectivement son modèle. Donc il faut faire attention en fait avec ces questions-là. Si on ne dit pas la vérité, oui, ça peut poser un problème, mais il faut avoir des objectifs. Et un des objectifs, c'est bien de réconcilier en fait des mémoires citoyennes. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci encore pour le vidéo de Césaire, c'était fantastique, j'ai appris beaucoup. Et je suis désolée si vous avez déjà dit ça, mais
la collaboration entre la fondation et le musée Quai Branly, ça m'intéresse beaucoup. Je connais que ce musée est très connu pour les collections autochtones et je voudrais poser la question, quelle est la position de la fondation sur le sujet des rapatriations, patrimoine, quelque chose comme ça. Alors, c'est une question qui est sensible. Hein. C'est une question qui est très sensible. Alors, comme la Fondation ne peut pas s'occuper de tout, là je vais botter un peu en touche, là. Comme la Fondation ne peut pas s'occuper de tout, la Fondation ne peut pas à la fois s'occuper de l'esclavage et s'occuper des masques. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais ceci étant dit, la Fondation travaille avec le musée du Quai Branly sur un programme qui est un programme de financement de la recherche ou bien de soutien de la recherche. De soutien de la recherche pour des jeunes doctorants qui sont finissants, c'est-à-dire qui ont fait déjà 2, 3 ou 4 ans de recherche. Et on finance en fait leurs travaux pour une année, leur permettant en fait de rédiger la thèse et de la terminer. Et on ne se pose pas du tout la question, justement, en dehors de la qualité du sujet de la thèse et en dehors de la qualité du travail de thèse fourni, on ne se pose pas du tout la question du sujet lui-même. Si le sujet porte sur l'esclavage, c'est bien. Si le sujet porte sur les masques africains, c'est bien. Si le sujet porte sur les collections du Quai Branly, c'est bien aussi. Donc là-dessus, il n'y a pas de règle qui soit une règle fixée en fonction du sujet qui est traité. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage apporte la moitié de la bourse et la Fondation du Quai Branly apporte la moitié de la bourse. Moi, j'étais frappée par cette expression « la mémoire est un choix ». Et je me demande s'il y a plusieurs choix dans ce choix, ou bien les choix que certaines personnes devraient faire, qui est différent par rapport aux autres. C'est-à-dire les Français de la Provence, les Français en Martinique. Qu'est-ce que vous pensez de cette, pas une nuance, mais juste ce genre de pensée? Vous avez absolument raison sur la question de l'esclavage. Les Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Réunionnais ou Mahorais n'ont pas la même mémoire que les, entre guillemets, les Français métropolitains. Je dis bien entre guillemets parce que je ne sais pas ce qu'est un Français métropolitain. Donc, je ne suis pas sûr que le Bordelais pense exactement la même chose que le Lillois sur la question. En admettant bien sûr que Lillois et Bordelais, ça veut dire quelque chose. Je ne prends pas l'exemple au hasard, parce que Bordeaux, c'est une ville d'esclaves qui s'est développée par l'esclavage. Aujourd'hui, c'est reconnu, comme Nantes. Lille, non. Mais quand je dis Lille, non, il faudrait aller voir, parce que Dunkerque qui est pas loin, là, c'est aussi un port. Donc si on regarde très bien, peut-être que le voyageur, je vous rappelle, parce qu'à Lille, il y a quelqu'un qui a écrit un ouvrage en 1830, qui est le voyage dans les territoires de l'Escaut et de l'Hainaut, et qui venait bien d'Haïti, hein, et qui a séjourné dans la région, n'est-ce pas, de Valenciennes et de Lille. Il a écrit un bouquin qui a été publié à Lille. Donc de temps en temps, il faudrait faire un tout petit peu attention là-dessus. Est-ce qu'il y a des différences de rapport à la mémoire? Oui. Est-ce qu'il y a des différences de rapport à la mémoire parce qu'il y a des différences de rapport à l'histoire? Oui aussi. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui vivent aux îles ont, d'une façon ou d'une autre, qu'ils le veuillent ou non, des rapports avec la question de l'esclavage. Qu'ils soient blancs ou noirs, métis, cartelons, octavons, tout ce que vous voulez, les 120 degrés de couleur, là-dessus, ça ne change rien du tout au problème. Donc il y a cette dimension-là. Et d'ailleurs, ceux qui faisaient la critique à Madame Taubira le rappellent très bien, cette histoire qui est une histoire antillaise n'a rien à voir avec l'histoire, par exemple, de ceux qui vivent en métropole sans aucun problème. Pourquoi leur parler de réparation de choses qu'ils ne connaissent pas? Donc, lorsque je dis qu'il s'agit d'un choix, et c'est la critique que je ferai justement à ceux qui font la critique à Madame Taubira, c'est qu'au fond, ce choix est un choix toujours politique. Pourquoi est-ce qu'on fait le choix? C'est pour que justement la société française métropolitaine ne s'enflamme pas. Et je pense que lorsqu'on dit, par exemple, que nous sommes tous, quelle que soit notre couleur, en quelque sorte comptables de ce qui se passe à un certain moment donné en France, du point de vue du choix politique qui a été fait par les Français au moment de la déportation des Juifs français, nous sommes tous concernés par cette affaire.
Et je crois que ça ne pose de problème à personne de le dire, parce que nous sommes tous concernés. Évidemment, on a fait la critique à un moment donné à Sarkozy de dire qu'il voulait faire porter l'histoire d'un enfant juif sur l'histoire de tous les enfants de classe de seconde, de sixième, etc. Oui, c'est possible. Mais je pense que cette histoire-là est une histoire qui concerne en fait tout le monde et ça ne pose pas de problème. La même chose doit être faite pour l'esclavage. Cela concerne tout le monde. Et le disant, je vois très bien ce qui est en train de se passer à la Martinique et à la Guadeloupe. Les dernières élections, en fait, le montrent très bien. Personne n'aurait jamais pensé, il y a seulement 5 ans, que le Front National serait le premier parti de la Martinique et la Guadeloupe de Mayotte. Personne. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pour une raison très simple. C'est qu'on a tout simplement minimisé un truc qui n'a rien à voir, à savoir la relation que les Martiniquais et les Guadeloupéens ou les Mahorais entretiennent entre le phénomène de l'esclavage et quelque chose qui n'a rien à voir avec le phénomène de l'esclavage, qui est une sorte d'abandon, peut-être, de leur territoire, ou alors une sorte de refus de prendre en compte 2 événements, le chlordécone pour la banane et la vaccination. 2 éléments qui n'ont vraiment rien à voir. C'est-à-dire qu'en gros, on peut se dire, mais ils ne veulent pas être vaccinés. Ok, ça c'est leur droit. Il y a, très bien, c'est la banane. Il y a des gens qui sont responsables pour ça. Mais comment se fait-il qu'à partir de ces 2 événements, ils ramènent tout à l'esclavage? Comment se fait-il? Alors que ça n'a rien à voir. C'est que la question de l'esclavage n'a pas été résolue. Tout simplement. Ça n'a pas été résolu. Et je pense que Aimé Césaire a passé 50 ans de sa vie à rappeler que ce problème est un problème qu'il faudrait absolument résoudre. Il faut crever l'absence à un moment donné. Mais lorsqu'il dit qu'il faut crever l'absence à un moment donné, il ne faut pas croire que c'est très facile. C'est-à-dire que les associations qui sont des associations antillaises ne voient pas la Fondation pour la mémoire de l'esclavage d'un bon oeil. Attention, on ne voit pas ça d'un très bon oeil. Nous sommes, si j'ose dire, un peu trop sérieux, rationnels, un peu trop compréhensifs, alors qu'en fait, il faut faire exploser la baraque, réclamer son dû, descendre dans la rue, voilà. C'est plutôt comme ça que ça marche. Ça marche mieux comme ça. Donc la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, on peut faire les choses autrement, par la recherche par exemple, par la culture, par l'éducation. Mais non, ce n'est pas ce que toutes les associations veulent. Non, ne croyez pas que la Fondation crée le consensus, y compris aux Antilles. Je vous dirais même que c'est exactement le contraire. Et je rajouterai même quelque chose qui ne va peut-être pas faire plaisir. Je ne suis pas d'origine antillaise. Ça tombe très bien pour présider le conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Je peux vous le confier. Mon prédécesseur était guadeloupéen. Là, avec tous les problèmes que ça peut poser entre les Martiniquais et les Guadeloupéens, entre les Guadeloupéens et les Guyanais, entre les Guyanais et les Mahorais, entre les Mahorais et les Réunionnais. Ça tombe très bien. Je veux faire la même remarque à propos du conseil d'orientation. Le président du conseil d'orientation, ou plutôt son rapporteur, il est d'origine sénégalaise. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé la route de l'esclavage à l'UNESCO. Donc, évidemment, ce choix-là n'est pas un choix hasardeux. Et quand je le dis, je mesure très bien mes mots. Je sais très bien que ça peut m'être compté quelque part. Mais c'est qu'en fait, en décentrant le problème, on essaie en fait d'éviter les face-à-face. Et si, pour ces institutions-là, on met la métropole en face de la Martinique, le premier problème qui va se poser, c'est la mauvaise conscience. La mauvaise conscience, évidemment, du métropolitain. Et j'allais dire la bonne conscience, bien sûr, n'est-ce pas, des Antillais, à juste titre, puisqu'il y a toujours la culpabilité qui est due, bien sûr, n'est-ce pas, à l'histoire de l'esclavage. Oui, merci pour cette conférence. Oui, j'avais une question au sujet des liens entre votre fondation et les autres conseils, institutions qui réfléchissent à ces questions de mémoire. Vous avez parlé des liens, par exemple, avec les fondations qui se concentrent sur les mémoires des génocides des Juifs et des Tziganes. Et qu'en est-il des liens possibles avec les fondations qui réfléchissent aux mémoires de la guerre d'Algérie, comme là, ces dernières années, même l'année dernière, en fait, et cette année, c'est aussi une année importante pour la guerre d'Algérie, pour ces mémoires-là. Il y a aussi eu un conseil, enfin, des commandes de rapports ministériels importants. Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous tissez des liens? Est-ce qu'il y a une collaboration dans les réflexions sur ces questions-là de la mémoire, comme il y a ce lien des décolonisations, ou est-ce que non?
Alors, dans la constitution du conseil scientifique, j'avais tenu à ce qu'il y ait un spécialiste de l'histoire de la traite transaérienne, qui s'appelle Tabelsi, qui est prof à Lyon. Et en fait, je voulais simplement faire le lien entre l'histoire qui est celle de l'esclavage transaérien et l'histoire qui est celle de l'esclavage transatlantique. Parce que je pense qu'il y a un lien. Et le lien m'était venu d'un ouvrage qui est celui de Fouchard, qui est intitulé « Les marrons du syllabaire », et dans lequel il essaie d'expliquer qu'au fond, tous ceux qui sont arrivés en Haïti n'étaient pas des analphabètes comme on a cru, mais c'était ceux qui avaient déjà une éducation qui était une éducation arabe. Alors évidemment, c'est l'éducation arabe, c'est qu'il y a bien sûr une sorte de relation. Donc c'est de là qu'était partie en fait mon idée. Donc, est-ce qu'on est lié aujourd'hui aux questions mémorielles algériennes? La réponse est non. Est-ce qu'on est lié aux questions qui sont des questions liées à la mémoire de la Shoah? Je répondrai oui. Est-ce qu'on est lié à la DILCRA? Oui. Parce que ce sont des institutions qui sont des institutions très, très anciennes, qui ont une expertise à nous apporter sur ces questions-là, afin qu'on évite de faire des bêtises. Tout le souci que l'on a à la Fondation, c'est justement d'éviter les pièges qui feraient qu'une fondation comme celle-là, qui n'a que 3 ans, elle aura 3 ans au mois de novembre prochain, puisse éviter justement les différentes tensions qui sont des tensions toujours présentes dans les questions de mémoire. Et il me semble que l'histoire des associations comme des associations qui travaillent pour la mémoire de la Shoah sont des apports assez importants pour nous. Je ne dis pas qu'on ne sera pas mené à travailler avec des associations qui travaillent sur la mémoire, qui est la mémoire de l'Algérie, mais l'objet de la Fondation, ce n'est pas la colonisation. L'objet de la Fondation, c'est la traite négrière. C'est ce qui est avant. Étant entendu que ce qui est venu après essaie d'ailleurs de corriger ce qui était avant. Alors, dans les différents discours qui font la critique justement de la loi Taubira, en lui disant oui, mais elle ne parle pas de tout, mais elle oublie de parler, par exemple, du fait qu'un certain nombre de colonisateurs ont aboli l'esclavage en Afrique, ce qui est vrai. L'exemple de Savorian de Brazza est là pour l'expliquer, par exemple. Mais il ne faut pas oublier que cet acte d'abolition n'est qu'un prétexte à imposer une colonisation. Ça, il ne faut jamais oublier les deux. Merci beaucoup, Romuald. Merci à vous tous.